Je vais vous raconter comment j'ai survécu au trafic sexuel. À 20 ans, mon propre oncle m'a vendu à un bordel en Italie. J'y ai passé 3 années, forcé de recevoir parfois jusqu'à 10 hommes par jour. J'ai réussi à m'échapper grâce à l'aide d'un client. De retour en France, je suis restée cachée et j'ai porté ce secret pendant des décennies. Toutes les jeunes filles rêvent de se marier en blanc à l'église. Je n'étais pas différente, j'avais ce même rêve simple de fille de province. Tout a basculé le jour où mon oncle m'a trahi et m'a livrée à ce lieu de souffrance. Je vais tout raconter, chaque détail, pour que personne ne tombe dans le piège où je suis tombée. Le pire, c'est de faire confiance à un membre de sa propre famille, à quelqu'un qui devrait protéger. Mais quand la trahison survient, on se retrouve déjà loin de chez soi, sans papier, sans argent, sans repères. Mon histoire est dure à entendre et encore plus à raconter. Il m'arrive de me réveiller en sueur, le cœur battant, comme si j'étais encore enfermée dans cette chambre sombre à Naples. Je m'appelle Apollonie Béréranger-Monclé. Aujourd'hui j'ai 65 ans, mais cette histoire remonte à mes 20 ans. Je suis née et j'ai grandi à Montlon, dans l'Allier, une ville qui vivait de l'industrie et de ses jours de gloire. Aujourd'hui, je vis à Lyon depuis plus de 30 ans, loin de ma terre natale. En racontant cela, j'aimerais savoir qui me lit. Quel est votre prénom, d'où me suivez-vous? Écrivez-le dans les commentaires, je lirai chaque message avec attention. C'est rassurant de sentir qu'il y a de vrais lecteurs derrière l'écran. Chaque mot que vous laissez me donne la force de continuer à dévoiler ce que j'ai longtemps gardé pour moi. Dans les années 80, Montlon n'était plus la ville prospère décrite par ma mère. L'industrie périclitait, l'agriculture peinait, et la vie devenait plus difficile. Tout le monde vivait à l'étroit, mais nous nous débrouillions. C'était une existence simple, honnête, avec ses difficultés mais aussi ses moments de chaleur familiale. Notre maison en briques dans le quartier de la Loue était modeste. Le toit fuyait quand il pleuvait fort, mais c'était notre refuge. Je partageais un matelas avec mes 2 sœurs plus jeunes, dans la même chambre. Dès mon plus jeune âge, je travaillais comme domestique dans les maisons bourgeoises du quartier pour aider ma famille. À 10 ans, j'ai trouvé un emploi un peu moins pénible à l'usine textile de Monsieur Gaston. C'était dur, vraiment dur. On restait penché des heures entières sur les machines, à faire des ourlets, coudre des boutons, broder des étiquettes. Mon dos me faisait souffrir, mais au moins ce n'était pas les sols à frotter chez les autres. Le salaire était ridicule, bien en dessous du SMIC, mais en ajoutant ce que ma mère gagnait en faisant les lessives, on arrivait à boucler les fins de mois. Mon rêve était simple et modeste, mais pour moi, il semblait immense, voir la Méditerranée, et acheter une petite maison en pierre pour sortir ma mère de la dureté de son quotidien. Célestine, ma chère maman, souffrait de rhumatisme. Ses mains étaient tout abîmées par les années passées à frotter le linge sur la planche, mais elle ne se plaignait jamais. Je la voyais boire ses tisanes de camomille pour calmer la douleur, puis repartir travailler sans relâche. Je me disais que je lui offrirais un jour le repos qu'elle méritait. Il y avait aussi Théodore, mon premier amour. Un beau garçon, sérieux, qui réparait les voitures dans le garage de son père. On se voyait en cachette, parce que ma mère trouvait que j'étais trop jeune. Il m'attendait à la sortie de l'usine. On se promenait sur la place. On prenait une glace quand on le pouvait, des gestes simples mais précieux. Avec lui, j'ai compris ce que voulait dire aimer quelqu'un de tout son cœur. On rêvait de mariage, une fois que l'on aurait mis un peu d'argent de côté. Mais la vie nous a rattrapés. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai cru qu'il serait heureux. J'ai fait une erreur, dès le lendemain. Il avait disparu de la ville. Sa mère m'a menti en me disant qu'il était parti travailler à Clermont-Ferrand, mais je savais qu'il avait fui, qu'il m'abandonnait avec son enfant et ses responsabilités. Mon cœur était brisé et mon ventre grandissait. Ma mère était triste mais m'a soutenue. Élève ton enfant seul, ma fille. Dieu aide. J'ai trouvé la force de continuer. J'ai travaillé à l'usine aussi longtemps que j'ai pu. Monsieur Gaston m'a laissé quelques mois supplémentaires, mais avait déjà prévenu que ce serait la fin après. Au 5e mois, le pire est arrivé. C'était un jour d'octobre, chaud, et je travaillais comme d'habitude. Soudain, une douleur intense m'a traversée, et du liquide s'est mis à couler le long de mes jambes. Le sol de l'usine était glissant, et j'ai glissé dans mon propre sang. Je suis tombée. J'entendais les autres crier « Quelqu'un l'aide !» Je me suis réveillée à l'hôpital de Montlon, sans ventre, sans bébé. Les médecins ont expliqué que c'était dû aux conditions, que je travaillais trop, que mon alimentation était insuffisante. Peut-être avait-il raison, mais je sentais aussi que c'était la tristesse qui m'avait minée.
On sait quand le chagrin rend le corps fragile. Je suis rentrée chez moi, plus maigre, avec un vide immense dans la poitrine. La nouvelle s'est répandue rapidement dans la ville, et les commérages n'ont pas tardé. C'est ce qui arrive quand on sort en secret. Après 2 semaines, je suis retournée à l'usine parce que j'avais besoin d'argent, même si mon corps me faisait encore souffrir. Monsieur Gaston a été indulgent et m'a gardée, mais mes collègues me regardaient autrement. J'étais devenue la fille qui avait perdu l'enfant de Théodore, celui qui s'était enfui. Un nom long ? Non, mais c'est ainsi qu'on murmurait derrière mon dos. C'est à cette période fragile que mon oncle Firmin a débarqué chez nous. Le frère de ma mère, mais absent de notre ville depuis plus de 15 ans. Il vivait à Paris puis avait voyagé en Europe et ne revenait que rarement. Il est arrivé dans une voiture de location, impeccable, vêtue de marque, une montre dorée au poignet. Il avait des cadeaux pour tout le monde, une radio neuve pour ma mère, du tissu pour les robes de mes sœurs, une paire de baskets importées pour mon petit frère. Oncle Firmin était la fierté de la famille. Tous les enfants voulaient devenir comme lui en grandissant. Il était réussi dans la vie, disait ma mère. Sorti de la pauvreté, il avait connu le monde, de l'argent dans les poches. Quand il arrivait, c'était la fête dans le quartier. Les voisins venaient juste pour écouter ses récits sur l'Europe, où, selon lui, les rues étaient propres, tout le monde avait un bon travail, et l'argent valait beaucoup plus. Nous, naïves, on le croyait sur parole. Le 3e jour, j'ai remarqué qu'il me regardait autrement. Ce n'était pas le regard d'un oncle pour sa nièce. Je me suis sentie mal à l'aise, mais je n'ai rien dit. Cette nuit-là, il a demandé à ma mère de venir parler dans la cuisine. Je me suis accrochée à la fente de la porte pour écouter. Il racontait qu'un ami italien, propriétaire d'un restaurant à Milan, cherchait des serveuses françaises, avec un bon salaire en lire, le logement et la nourriture inclus. Il disait que je gagnerais en un mois ce que je ne gagnerais pas en un an à l'usine. J'étais partagée. D'un côté, la peur de quitter la France me paralysait, je n'étais jamais vraiment sortie de mon long. D'un autre côté, c'était peut-être ma chance de réaliser mon rêve, économiser, acheter une maison pour ma mère. Oncle Firmin m'assurait qu'il s'occuperait de tout, passeport, visa, billets. Il disait qu'il viendrait me chercher à Paris et me conduirait personnellement en Italie pour me présenter à son fameux ami. J'ai demandé 2 jours pour réfléchir. Je suis allée à la tombe de mon bébé, celui qui n'avait jamais eu de nom. J'ai déposé des fleurs en papier, faites de mes propres mains. Je me suis assise près de la tombe et j'ai parlé comme si mon enfant pouvait m'entendre. Mon petit, est-ce que c'est vraiment le bon choix ? Est-ce une chance envoyée par Dieu ou un piège du diable ? Le vent a agité les fleurs. J'ai pris ce mouvement comme un signe et j'ai tranché. J'allais partir en Italie, travailler, économiser et revenir offrir une vie meilleure à ma famille. Les adieux ont été les plus difficiles. Ma mère a pleuré longuement mais m'a bénie. Va avec Dieu, ma fille, n'oublie pas ta mère. Mes sœurs m'ont serré fort dans leurs bras. Le petit a demandé que je lui rapporte une petite voiture d'Europe. Pendant le vol, mon oncle m'a expliqué davantage le travail. Le restaurant de Giuseppe était réputé pour son élégance à Milan. Il se trouvait près de la cathédrale, dans un quartier chic. Tu porteras un bel uniforme et serviras des clients importants. Il faut être courtoise et sourire en permanence. Il m'a aussi dit que je partagerais une chambre avec d'autres Françaises dans un logement proche du restaurant. Au début, la langue sera un obstacle, mais tu apprendras vite. Après presque 10 heures de vol, nous avons atterri à Lisbonne. Mes jambes étaient engourdies et ma tête me faisait mal. Nous avons eu une escale de quelques heures avant de repartir pour Rome. Lorsque l'avion a amorcé sa descente vers l'Italie, j'ai regardé par le hublot. La ville en contrebas faisait battre mon cœur à tout rompre. C'était là que ma vie était censée changer. Du moins, c'est ce que je croyais. À l'aéroport de Rome, j'ai ressenti le premier frisson de peur. Mon oncle Firmin, si attentionné durant le voyage, a soudain changé d'attitude. Il est devenu sérieux, pressé. Il m'a conduite vers un homme italien chauve portant des lunettes noires, qui ne m'a même pas adressé un sourire. Ils ont échangé quelques mots en italien, que je n'ai absolument pas compris. Puis mon oncle s'est tourné vers moi et a dit « Apollonie, Monsieur Carlo va t'emmener à ton logement maintenant. Je dois régler des affaires à Rome et je ne peux pas aller jusqu'à Milan. » J'étais prise de court. « Mais oncle, vous n'alliez pas me présenter au fameux Giuseppe. Vous n'alliez pas m'emmener au restaurant. » Il a éludé ma question, prétextant un imprévu. Il a expliqué que Carlo était un homme de confiance de Giuseppe et qu'il me conduirait à l'endroit approprié. Avant que je puisse protester davantage,
il m'a donné un rapide câlin. Il a remis ma valise à Carlo et m'a dit « Sois sage, fais ce qu'il faut et tout ira bien ». C'était la dernière fois que je voyais Firmin pendant de nombreuses années. Je n'avais guère le choix et suis partie avec Carlo. Nous avons pris place dans une voiture noire et quitté l'aéroport. Il parlait à peine, se contentant de murmurer quelques mots en italien que je ne comprenais pas. J'ai tenté de discuter en français, mais il m'a fait signe de me taire. C'est là que j'ai senti un froid glacial dans le ventre, un pressentiment terrible. Le trajet a duré longtemps, plus de 2 heures. Je pensais que nous nous dirigions vers Milan, mais j'ai découvert plus tard que nous allions à Naples, dans le sud de l'Italie. Le paysage défilait derrière la fenêtre. Nous avons quitté la grande ville pour une route sinueuse à travers les montagnes. J'étais épuisée par le voyage et je me suis finalement assoupie. À mon réveil, la nuit était tombée. Nous entrions dans une ville que je ne reconnaissais pas. Carlo a arrêté la voiture dans une rue étroite et mal éclairée. Rien à voir avec le quartier chic près de la cathédrale que mon oncle avait décrit. Nous sommes descendus et il m'a conduite vers un immeuble ancien de 3 étages. Nous avons monté jusqu'au 2e étage, et il a frappé à une porte. Celle qui s'est ouverte était une femme d'une 40aine d'années. Maquillage épais, cheveux teints en blond. « Bienvenue », a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle m'a tiré à l'intérieur pendant que Carlo déposait ma valise. L'endroit ressemblait à un grand appartement avec plusieurs portes, probablement des chambres. Une odeur de cigarettes et de parfum bon marché flottait dans l'air. Elle s'est présentée comme Madame Vivienne. Elle m'a expliqué qu'elle était également française, originaire de Marseille, et qu'elle allait tout me dire. Où est le restaurant? Où est Monsieur Giuseppe? Ai-je demandé, sentant déjà que quelque chose n'allait pas. Madame Vivienne a eu un rire glacial. Ma chérie, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de Giuseppe. Tu es à la maison Vivienne, le meilleur bordel français de Naples. Et à partir de maintenant, tu travailles pour moi. J'avais l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Travailler pour elle, comment était-ce possible? Je me suis mise à trembler, les larmes me sont montées aux yeux. Il devait y avoir une erreur. Mon oncle Firmin m'avait conduite pour travailler comme serveuse dans un restaurant à Milan, et je murmurais. Madame Vivienne a échangé un regard avec Carlo, et tous deux ont éclaté de rire. Il n'y avait aucune erreur, ma chérie. Ton oncle savait exactement où il t'envoyait. Il avait reçu 15 prix parce que tu es jeune et jolie. À cet instant, mon monde s'est effondré. Mon propre oncle m'avait vendu comme si j'étais une marchandise. J'ai tenté de courir vers la porte, mais Carlo m'a attrapé avec une force brutale. J'ai crié, donné des coups de pied, mais rien n'y faisait. Madame Vivienne a ouvert une porte latérale et m'a poussé dans une petite chambre exiguë. Il vaut mieux te calmer et accepter ce qui se passe, m'a-t-elle dit. Plus vite tu comprendras le fonctionnement ici, moins tu souffriras. Dans cette minuscule chambre, mon cauchemar a vraiment commencé. C'était un box avec un lit simple, une petite armoire et une salle de bain minuscule. La fenêtre était équipée de barreaux à l'intérieur et à l'extérieur. Impossible de l'ouvrir. La porte ne se fermait que de l'extérieur. C'était une prison. J'ai passé ma première nuit à pleurer jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'ai prié. J'ai supplié Dieu et Notre-Dame de me sortir de là, de me réveiller de ce cauchemar. Mais le matin, j'étais toujours là. Madame Vivienne est entrée avec des vêtements à la main. Il est temps de t'habiller, m'a-t-elle dit. Les clients commencent à arriver après le déjeuner. J'ai crié que je ne ferais rien de tout ça, que je voulais retourner en France, qu'on allait appeler la police. Elle a ri. Et qu'iras-tu raconter à la police? Que tu es venu illégalement, sans visa valide. Ils te renverront chez toi, et avant ça, tu connaîtras une prison bien pire que celle-ci. C'est là que j'ai appris mon passé, et bien plus selon Madame Vivienne. J'avais une dette énorme à rembourser. Le montant que ton oncle a reçu, plus ton billet, plus l'hébergement et la nourriture ici. Plus de 25 000 €. Tu ne sortiras d'ici que quand tout sera payé. Le reste de la journée s'est transformé en terreur pure. Madame Vivienne m'a montré comment recevoir les clients. Quoi dire, comment agir. Quand j'ai refusé, elle a appelé 2 hommes. Ils m'ont tenu pendant qu'elle me frappait avec un petit fouet en cuir. Ce n'était qu'un aperçu de ce qui attend celles qui n'obéissent pas. Je sais que ce récit est difficile à entendre. Mais il est essentiel qu'il soit raconté. Si vous voulez soutenir le courage de dire la vérité, vous pouvez le faire via Super Sync ici sur YouTube. C'est le petit bouton avec le cœur sous la vidéo. Vous choisissez le montant que vous souhaitez, même minime. Cet argent aide à faire vivre la chaîne Sagesse de Mamie, qui partage des histoires vraies comme la mienne. Et si vous ne pouvez pas contribuer maintenant, juste regarder la vidéo aide déjà beaucoup. Cette même nuit, mon premier client est arrivé. Un homme d'âge moyen, un peu bedonnant, qui parlait italien. Je tremblais tellement que j'avais du mal à tenir debout. J'ai essayé de résister, mais il était fort et j'étais menacée. Si je criais ou causais des problèmes, Madame Vivienne avait prévenu.
La punition serait bien pire. C'est ainsi que j'ai perdu le peu de dignité qu'il me restait. Après son départ, j'ai vomi tout ce que j'avais dans l'estomac. Puis j'ai pleuré jusqu'à m'endormir d'épuisement. Les jours suivants n'étaient qu'un flou d'horreur. Madame Vivienne m'a forcé à recevoir de plus en plus de clients. J'ai commencé avec 2 ou 3 par jour. Puis c'est monté à 5 ou 6. Et les week-ends, jusqu'à 10. Des hommes de tous âges et de toute origine. Italiens, touristes, mariés, célibataires. Certains étaient brutaux, d'autres jouaient la gentillesse. Mais tous payaient pour utiliser mon corps comme si je n'étais pas humaine. Dans le bordel, il y avait d'autres Françaises dans le même piège. J'ai rencontré Estelle de Lille, Brigitte de Toulouse, Sandrine de Strasbourg. Et environ 6 ou 7 autres qui allaient et venaient, toutes avec des histoires similaires. Trompées par des promesses d'emploi légitimes, attirées par des personnes de confiance, piégées par des dettes inventées. On se soutenait du mieux qu'on pouvait. Quand l'une était gravement blessée ou malade, les autres faisaient ce qu'elles pouvaient pour aider. On partageait les médicaments, le maquillage pour cacher les bleus. Et surtout, on gardait l'espoir de fuir un jour cet enfer. Un jour, ça se terminerait, on se répétait. Pour certaines, la fin a été la pire imaginable. Comme Céline, une fille de Lyon, qui a essayé de s'échapper après 6 mois. Elle s'était liée d'amitié avec un client qui avait promis de l'aider. Elle avait tout préparé, attendu le bon moment. Et une nuit chargée, elle a réussi à passer par la porte de derrière. 2 jours plus tard, des hommes l'ont ramenée. C'était un piège. Le client était complice de Carlo. Ce qu'ils lui ont fait devant nous tout était si cruel que je n'arrive même pas à le raconter. Un avertissement pour celles qui oseraient tenter la même chose. Il y a eu aussi Nathalie de Bordeaux. Elle a disparu un matin. Madame Vivienne a prétendu qu'elle avait été transférée dans un autre établissement en Allemagne. Mais nous savions que c'était un mensonge. La nuit précédente, nous avions entendu des cris. Puis une voiture partir tard dans la nuit. Nous n'avons jamais eu de ces nouvelles. Quelques mois plus tard, la même chose est arrivée à Valérie de Nice. J'ai appris à survivre dans cet endroit. J'ai appris quelques mots en italien, juste assez pour comprendre les ordres et demandes de base. J'ai appris à sourire alors que je mourais à l'intérieur. J'ai appris à me dissocier, à faire comme si tout cela n'arrivait pas à moi. C'était comme si je regardais mon corps depuis l'extérieur. La fille joyeuse de mon nom était morte. À sa place, il ne restait qu'un corps vide, obéissant pour éviter la punition. J'ai tenté de me suicider 2 fois. La première fois, j'ai rassemblé des somnifères que certaines clientes plus âgées utilisaient. J'ai tout pris d'un coup. Mais Brigitte m'a trouvé à temps. Et Madame Vivienne m'a fait tout vomir. Pas par inquiétude, mais parce que j'étais un investissement précieux. La deuxième fois, j'ai essayé de me trancher les poignets avec un morceau de miroir brisé. Encore une fois, j'ai été sauvée. Pas par miséricorde, mais parce que je valais de l'argent. Après cette seconde tentative, Madame Vivienne m'a mise sous surveillance constante. Elle a retiré tout ce de ma chambre qui pourrait me blesser. Elle m'a obligée à travailler davantage pour compenser le dérangement. Les seuls moments de répit étaient quand l'une de nous avait ses règles. Quelques jours sans clients, mais nous étions obligés de faire le ménage dans la maison. Le temps passait et je perdais toute notion des jours et des mois. Je sais que j'ai passé 3 hivers dans cet endroit, 3 ans d'enfer sur terre. Elles envoyaient de fausses lettres à ma famille, dictées par Madame Vivienne, assurant que j'allais bien, que je travaillais dans un restaurant, que j'économisais de l'argent. Elles envoyaient même de petites sommes de temps en temps pour maintenir la supercherie. Des montants ridicules, qui ne faisaient qu'augmenter ma dette. L'espoir de m'échapper diminuait chaque jour. Les autres filles arrivées avec moi avaient déjà renoncé. Elles avaient accepté leur sort. Certaines avaient même obtenu des privilèges. Pouvaient sortir accompagnées pour faire des courses. Avaient de meilleures chambres. Pas moi. Selon Madame Vivienne, j'étais trop rebelle. C'est pourquoi je restais enfermée quand je ne travaillais pas. Mais parfois, le destin réserve des surprises là où on ne s'y attend pas. Et mon salut est venu d'un endroit que je n'aurais jamais imaginé. Il est arrivé par un client, un homme italien nommé Jean-Baptiste, qui allait changer ma vie. Jean-Baptiste est entré dans mon existence quand j'avais déjà perdu tout espoir. C'était un homme d'environ 60 ans, professeur d'université à la retraite. Contrairement à la plupart des clients, il ne me cherchait pas uniquement pour le sexe, mais pour la compagnie. Il payait Madame Vivienne pour tout son temps. Et parfois, nous ne faisions que parler. Au début, la langue était un obstacle. Mais après tout ce temps passé là-bas, je comprenais déjà un peu l'italien. Une nuit, il a remarqué les traces de coups sur mon dos. « Chi ti ha fatto questo ?» « Qui t'a fait ça ?» m'a-t-il demandé. J'ai commencé à pleurer sans pouvoir m'arrêter. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un montrait une véritable inquiétude pour moi. Entre les sanglots, j'ai raconté une partie de mon histoire. Que je n'étais pas là par choix. Que j'avais été vendue. Que je ne pouvais pas partir. Jean-Baptiste est resté silencieux un moment, pensif. Avant de partir, il m'a murmuré doucement.
Tu as trop souffert, je vais t'aider. Je n'y croyais pas trop. J'avais déjà entendu des promesses qui n'avaient jamais été tenues. Mais il est revenu la semaine suivante, puis la suivante encore. Et à chaque visite, il apportait un peu de nourriture cachée, quelques lyres qu'il dissimulait sous le matelas. Et surtout, il a découvert un point faible. Tous les lundis, quand il y avait moins d'agitation, Madame Vivienne sortait pour régler ses affaires, ne laissant qu'un garde. C'était notre seule faiblesse. Jean-Baptiste a tout planifié. Il viendrait comme client. Et quand il partirait, il créerait une distraction. Je devais être prête près de la porte de derrière à 10h pile, avec rien d'autre que mes vêtements et l'argent caché. Pendant des semaines, j'ai gardé chaque lyre que Jean-Baptiste me donnait. Je les ai cachés dans la doublure du matelas, dans un petit trou que j'avais fait avec des ciseaux à ongles. Je n'ai parlé du plan à personne, même pas aux autres Françaises. Pas par manque de confiance, mais par peur. Si quelque chose tournait mal, je ne voulais pas qu'elle souffre aussi. Le jour prévu est enfin arrivé. C'était un lundi de novembre, pluvieux et froid. J'ai passé la journée entière tendue, craignant qu'on me remarque. Madame Vivienne est sortie comme prévu. Seul Fabrice, le garde le plus jeune et le moins malin, est resté. À l'heure du soir, Jean-Baptiste est arrivé comme toujours. J'ai fait semblant d'être normal. Mais mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. À 10h pile, j'ai entendu des cris devant la maison. Jean-Baptiste avait lancé la distraction. J'ai appris plus tard qu'il avait payé des adolescents des rues pour provoquer une bagarre juste devant la porte. Fabrice est allé voir ce qui se passait. C'était ma chance. J'ai couru vers la porte de derrière qui donnait sur une ruelle sombre. Il pleuvait à verse. Jean-Baptiste m'attendait dans une voiture noire, moteur allumé. J'ai sauté sur le siège arrière, me suis abaissé et il a démarré en trombe. L'adrénaline me faisait trembler sans arrêt. Abbiamo fatto, on a réussi, s'est-il exclamé. Mais je n'arrivais toujours pas à y croire. Ce n'est que lorsque nous étions sur la route quittant Naples que j'ai commencé à réaliser que j'étais vraiment libre. J'ai pleuré de soulagement, de peur, de tout ce que j'avais ressenti. Jean-Baptiste m'a conduite chez sa sœur Sophie, dans la banlieue de Naples. Une petite maison simple, dans une zone rurale, loin de la ville. Sophie était veuve et vivait seule. En chemin, il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas m'emmener chez lui. C'était trop connu, ce serait le premier endroit où on me chercherait. Mia Sorella Titra Alicuro, ma sœur va te garder en sécurité. Sophie n'a pas posé beaucoup de questions. Jean-Baptiste a dû lui raconter une version adaptée de mon histoire. Elle m'a donné des vêtements propres, une petite chambre confortable au fond de la maison, et quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps, de l'intimité. Les premiers jours, j'ai pratiquement dormi sans arrêt. Épuisée physiquement et émotionnellement. Quand je ne dormais pas, je pleurais. C'était comme si mon corps et mon esprit avaient enfin la permission de ressentir toute l'horreur que j'avais vécue. Les premiers mois ont été marqués par une peur intense. Je ne sortais pas de la maison du tout. Je vivais terrifiée, craignant à chaque instant que Carlo et ses sbires surgissent pour me ramener. Sophie me rassurait. S'il sicuro, tu es en sécurité ici. Jean-Baptiste apparaissait de temps en temps, toujours en veillant à ne pas se faire suivre. Il apportait des nouvelles, de la nourriture, et planifiait l'étape suivante, me renvoyait en France. Le plus gros problème restait que je n'avais aucun papier. Mon passeport était toujours entre les mains de Madame Vivienne. Sans lui, je ne pouvais pas simplement prendre un avion pour rentrer. Il fallait trouver une autre solution. En attendant, j'ai commencé à aider Sophie dans les tâches ménagères. C'était le minimum que je pouvais faire pour celle qui prenait tant de risques pour moi. Après environ 3 mois cachés, quand nous étions plus sûrs que Madame Vivienne ne me chercherait plus. Après tout, pour elle, j'étais juste une marchandise de plus, remplaçable. J'ai commencé à faire le ménage chez quelques amis de Sophie. Travail informel, payé en liquide, sans papier. C'était risqué, mais je devais rassembler de l'argent pour mon retour. J'ai travaillé comme femme de ménage pendant presque 6 mois. Les dames italiennes appréciaient mon service, car j'étais minutieuse. Des années à nettoyer le bordel sous menace m'avaient rendue ainsi. Chaque lire que je gagnais, je la gardais dans une petite boîte de biscuits que Sophie m'avait donnée. Le soir, je comptais l'argent obsessionnellement, regardant ma liberté grandir peu à peu. Chaque pièce me rapprochait un peu plus de la vraie liberté. Pendant ce temps, Jean-Baptiste cherchait un moyen de me faire quitter l'Italie. L'avion était hors de question. J'ai pensé demander de l'aide à l'ambassade française, mais j'avais peur d'être déportée, et de finir, d'une manière ou d'une autre, entre les mains des mêmes personnes. Après tout ce que j'avais vu, je ne faisais pas confiance aux autorités. Finalement, il a trouvé une solution. Je traverserai la frontière suisse à pied, puis j'entrerai en France par voie terrestre. Le plan était dangereux. Jean-Baptiste avait un contact pour faire passer des gens discrètement à travers la frontière suisse. Il me ferait voyager comme une touriste ordinaire, avec de faux papiers. C'était risqué.
Je pouvais être arrêtée pour immigration illégale si l'on me découvrait. Mais c'était ma seule chance. J'ai accepté. Après tout ce que j'avais vécu, n'importe quel risque valait la peine pour rentrer chez moi. Les adieux avec Sophie ont été émouvants. Cette femme italienne, qui me connaissait à peine, avait été plus une famille pour moi ces derniers mois que mon propre oncle toute ma vie. Elle m'a donné un rosaire en cadeau et a dit « Pregherò per te ogni giorno, je prierai pour toi tous les jours ». Jean-Baptiste m'a emmené à la périphérie de Naples par une aube froide de mai. Tout devait se passer dans l'obscurité, sans témoin. Le voyage en voiture jusqu'à la frontière a duré 2 jours. J'ai travaillé dur dans la cuisine, épluchant des pommes de terre, lavant des casseroles, accomplissant n'importe quel service pour justifier ma présence à bord. Je dormais dans une petite cabine minuscule, à peine plus grande qu'un placard. Mais pour la première fois depuis des années, je pouvais fermer la porte de l'intérieur. C'était plus de liberté que je n'en avais eu depuis longtemps. Quand nous sommes finalement arrivés près de la frontière suisse, le contact de Jean-Baptiste m'a aidé à passer discrètement, sans passer par les postes officiels. Il m'a donné l'adresse d'une pension Boncher en Suisse, où je pourrais rester quelques jours en planifiant la traversée vers la France. C'était effrayant de faire confiance à des inconnus après tout ce que j'avais vécu. Mais je n'avais pas le choix. Je suis restée 1 semaine dans cette pension, dans un petit village suisse. C'était la première fois depuis longtemps que j'étais complètement seule, sans Jean-Baptiste ni Sophie pour m'aider. J'avais très peu d'argent et j'avais peur de tout et de tout le monde, mais j'ai survécu. J'ai trouvé le fameux passeur, un Suisse nommé Michel. Il a pris presque tout mon argent pour m'emmener jusqu'à la frontière française. La traversée s'est faite d'abord en bus jusqu'à une petite ville frontalière, puis à pied, par des sentiers à travers la forêt. Il y avait environ 3 autres personnes dans le groupe, toutes des immigrés illégales comme moi. Nous avons marché toute la nuit, craignant d'être repérés par la patrouille frontalière. Quand le soleil s'est levé, Michel a pointé devant lui et dit « France, je n'avais jamais ressenti un tel soulagement de ma vie. J'étais enfin chez moi. » C'était lorsque j'ai remis le pied en France, presque 4 ans après mon départ. Mais je ne pouvais pas simplement retourner chez moi. La honte était trop lourde. Comment pourrais-je regarder ma mère dans les yeux et raconter ce qui s'était passé, ce qu'on m'avait forcé à faire, et tout le reste? Et si oncle Firmin était encore là-bas? Et s'il découvrait que j'étais revenue et essayait de me faire taire? Non, retourner chez moi n'était pas une option. J'ai décidé de recommencer ailleurs, dans un endroit où personne ne me connaissait. J'avais entendu parler de Lyon, une ville organisée offrant des opportunités de travail. J'ai pris un bus depuis la campagne de l'Est de la France jusqu'à Lyon. Le trajet a duré 3 jours. Je mangeais le minimum pour économiser le peu d'argent qu'il me restait. Je suis arrivée à Lyon sans connaître personne, sans papier, à part mon acte de naissance que j'avais cousu dans l'ourlet de ma jupe, et avec quelques pièces dans ma poche. J'ai trouvé une pension bon marché au centre de la ville, qui ne posait pas beaucoup de questions. Les premiers jours, j'ai arpenté la ville à la recherche de travail. C'était difficile, sans papier, sans référence, sans rien. Finalement, j'ai trouvé un emploi comme aide cuisinière dans un petit restaurant. Le propriétaire, Monsieur Antoine, était portugais. Il était lui aussi arrivé en France avec peu de papiers, il a compris ma situation. Je n'ai pas dit toute la vérité, bien sûr. J'ai juste raconté qu'on m'avait volé et pris mes papiers, que j'étais loin de ma famille. Une demi-vérité. J'ai travaillé comme une forcenée dans ce restaurant. J'arrivais avant tout le monde et partais après que tout soit nettoyé. Monsieur Antoine a remarqué mon dévouement et m'a donné plus de responsabilités. D'aide, je suis passée auxiliaire de cuisine, puis cuisinière. J'ai appris à préparer des plats dont je ne connaissais même pas l'existence. La cuisine est devenue mon refuge, un endroit où je pouvais me concentrer sur autre chose que mes souvenirs horribles. Avec mon premier salaire, j'ai loué une petite chambre dans une meilleure pension. Avec le deuxième, j'ai commencé les démarches pour refaire mes papiers. C'était une bureaucratie infernale, mais Monsieur Antoine m'a aidé. Il a servi de témoin et a dit qu'il me connaissait depuis des années. J'ai menti en racontant que j'avais tout perdu dans un incendie. À cette époque, c'était plus facile. Les choses n'étaient pas aussi connectées par ordinateur qu'aujourd'hui. Après quelques mois, j'avais enfin une nouvelle carte d'identité et un numéro de sécurité sociale. Petit à petit, j'ai reconstruit ma vie. J'ai envoyé une lettre à ma mère, utilisant l'adresse du restaurant comme expéditeur. Je n'ai pas raconté la vérité, bien sûr. J'ai juste dit que le travail en Italie n'avait pas fonctionné, que j'étais revenue et avais trouvé une opportunité à Lyon, que j'allais bien et travaillais, mais que pour le moment je ne pouvais pas retourner à mon nom. Ma mère a répondu, heureuse de savoir que j'étais vivante et en sécurité, sans poser trop de questions. Le temps passait. 2 ans sont devenus 3, 3 sont devenus 5. Je suis devenue la cuisinière principale du restaurant, qui avait beaucoup grandi. J'ai réussi à louer un petit appartement juste pour moi. Je me suis fait quelques amis.
surtout parmi les collègues de travail, mais je gardais tout le monde à distance. Je n'arrivais pas à faire entièrement confiance à quiconque. Je n'ai jamais raconté ma vraie histoire à personne. C'est à cette époque que j'ai rencontré Théophile. C'était un client régulier du restaurant. Il déjeunait toujours là quand il venait au centre pour régler des affaires à la mairie. Il était beaucoup plus âgé que moi, d'environ 15 ans, veuf et père de 2 enfants déjà grands. Nous avons commencé à parler. Il complimentait ma cuisine, je le remerciais. Un jour, il m'a invité à prendre un café après le service. J'ai accepté plus par politesse que par intérêt. Mais Théophile était un homme bon, calme, respectueux et sans hâte. Il m'a conquise petit à petit, avec patience. J'avais très peur de m'engager après tout ce que j'avais vécu, mais il n'a jamais rien forcé. Après presque un an de rencontres occasionnelles, nous avons commencé à sortir vraiment ensemble. Même alors, je ne lui ai jamais parlé de mon passé. Je lui ai seulement dit que j'avais eu une mauvaise expérience en Italie et que je préférais ne pas en parler. Il a respecté mon silence. Nous nous sommes mariés en 199, dans une cérémonie simple à la mairie. J'ai invité ma mère et mes sœurs, mais seule ma petite sœur est venue. Maman était déjà trop malade pour voyager. Théophile avait un bel appartement dans le quartier de la Croix-Rousse, où nous avons emménagé. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me suis sentie vraiment en sécurité. J'avais un foyer, un mari qui me respectait, un travail que j'aimais. De l'extérieur, ma vie semblait normale, heureuse même. Mais à l'intérieur, les blessures restaient ouvertes. Je faisais des cauchemars presque toutes les nuits. Je me réveillais en criant, en sueur, revivant les horreurs du bordel de Naples. Théophile me prenait dans ses bras, essayait de me calmer, mais ne posait jamais de questions. Je pense qu'il imaginait que j'avais subi une forme d'abus, mais il n'avait aucune idée de l'ampleur de l'horreur. Je vivais avec la peur constante de croiser quelqu'un de mon passé. Quand je croisais quelqu'un qui ressemblait à Carlo ou à oncle Firmin dans la rue, la panique me saisissait. Je restais des jours renfermée chez moi après ça. J'inventais toutes sortes d'excuses à Théophile, une grippe, un mal de tête. Il faisait semblant de me croire, mais je suis sûre qu'il sentait que c'était bien plus profond. Cette partie de mon histoire, je ne l'avais jamais racontée à personne. Même mon défunt mari n'en avait jamais eu connaissance. Je la révèle ici pour la première fois. En 1996, j'ai reçu la nouvelle que je redoutais le plus. Ma mère était très malade, elle n'allait pas tenir longtemps. C'était un cancer du pancréas à un stade avancé. Ma sœur m'a téléphoné, suppliant que je vienne à Montlon pour lui dire au revoir. Je voulais y aller, Dieu sait à quel point je le voulais, mais la peur était plus forte. J'ai demandé si oncle Firmin était là. Elle a répondu oui, qu'il était revenu pour s'occuper de sa sœur malade. Cette réponse m'a terrifiée encore plus. Je ne suis pas partie. C'est l'une des douleurs les plus lourdes que je porte. Ma mère est morte sans que je puisse lui dire au revoir. Tout ça à cause de la peur. Théophile n'a pas compris. Pour lui, j'étais froide. Je laissais ma mère seule dans ses derniers moments. C'est ainsi que notre première grande dispute a éclaté. J'ai failli tout lui raconter ce jour-là, mais les mots restaient bloqués. Comment expliquer que l'homme qui s'occupait d'elle était le même qui m'avait vendue comme une marchandise? Le deuil de ma mère a été compliqué, un mélange de culpabilité, de colère et de peur. Je suis tombée dans une dépression profonde. Théophile a fait ce qu'il pouvait pour m'aider. Il m'a emmenée chez des médecins, a suggéré une thérapie. Mais comment faire une thérapie sans pouvoir dire la vérité? Je me suis refermée encore plus sur moi-même. Notre relation a beaucoup souffert à cette époque, mais elle a survécu d'une manière ou d'une autre. Les années ont passé. J'ai vieilli, et Théophile a vieilli encore plus. Il a pris sa retraite à la mairie. J'ai continué à travailler au restaurant jusqu'à ce que je ne puisse plus supporter de rester debout si longtemps. La vie a suivi son cours avec ses hauts et ses bas. Nous avons connu des moments de bonheur authentiques. Nous avons voyagé à travers la France. J'ai enfin vu la Méditerranée. Mais l'ombre de mon passé ne m'a jamais vraiment quitté. Théophile est mort en 2015, foudroyé par un infarctus. Tout est allé très vite, il n'a pas souffert. Je me suis retrouvée veuve à 50 ans, seule à nouveau. Ses enfants ont été bons avec moi, m'ont aidé pour tout, mais ils avaient leur propre vie. Je me suis sentie vulnérable une nouvelle fois, sans protection. Les cauchemars, qui avaient fini par s'atténuer avec les années, ont soudain ressurgi avec violence. C'est à ce moment-là qu'un événement inattendu est venu bouleverser ma vie. J'ai reçu un appel de ma petite sœur, celle qui avait assisté à mon mariage. Sa voix était paniquée, presque étranglée par l'inquiétude. Elle m'expliqua que sa fille, Magé et Ali, venait de recevoir une offre d'oncle Firmin pour travailler au Portugal. L'histoire se répétait mot pour mot, exactement comme la mienne des décennies plus tôt. Un restaurant, un salaire en euros, un logement fourni, tout le même système. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. 30 ans plus tard, il continuait ses pratiques,
et cette fois, sa cible était ma nièce. À cet instant, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie. Je ne pouvais pas rester passive et laisser l'histoire se répéter. Pas pour Lali, pas pour qui que ce soit d'autre. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai senti surgir en moi un courage que je croyais éteint. Il était temps de retourner à mon luçon et de faire face à mon passé. Il était temps de dire la vérité et de stopper mon oncle avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Malgré la peur, malgré la honte qui me serrait le cœur, je devais agir. Le lendemain, je montais dans le premier bus pour mon luçon. Le cœur battant, mais avec une détermination semblable à celle que j'avais ressentie lors de ma fuite de Naples. Je ne savais pas exactement comment j'allais m'y prendre, mais je savais une chose, je ne pouvais pas rester immobile pendant qu'une autre innocente tombait dans le même piège. Ce qui s'est passé quand j'ai finalement affronté Firmin 30 ans plus tard est la partie la plus éprouvante de toute cette histoire. C'est aussi celle qui m'a libérée définitivement. Avant de partir pour Montlon, j'avais des affaires à régler à Lyon. Je ne pouvais pas abandonner du jour au lendemain tout ce que j'avais reconstruit. J'ai vendu quelques meubles. J'ai laissé l'appartement de Théophile à ses enfants. J'ai déposé mes économies dans une banque qui avait une agence sur mon trajet. C'est ainsi que je me suis retrouvée à Paris, entre deux correspondances. La ville me paraissait immense, oppressante, comme si j'étais une fourmi perdue dans la foule. Je patientais à la gare routière de Bercy, un petit café à la main pour chasser la fatigue, quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. « Apollonie, c'est bien vous ?» J'ai failli renverser ma tasse. Personne ne m'appelait Apollonie depuis des années. À Lyon, tout le monde me connaissait sous le surnom de Polly, une façon de m'éloigner encore plus de mon passé. Je me suis tournée et je n'en croyais pas mes yeux. C'était Brigitte, une des filles qui avait partagé mon calvaire à Naples. Plus âgée, bien sûr, avec quelques cheveux gris et des rides, mais ses yeux restaient inimitables. « Ma petite, je croyais que tu étais morte », m'a-t-elle murmuré en me serrant dans ses bras. Après ma fuite, Madame Vivienne avait été folle de rage. Elle jurait qu'elle me retrouverait, même si elle devait parcourir toute l'Italie. Nous n'avions jamais eu de nouvelles d'elle après ça. Nous nous sommes installés dans un coin reculé de la cafétéria. Brigitte m'a raconté comment elle avait réussi à quitter le bordel quelques années après moi. Elle n'avait pas fui, elle avait remboursé sa dette après presque 6 ans passés là-bas. Elle était revenue en France, s'était installée à Paris, s'était mariée, avait eu des enfants, et maintenant elle était même grand-mère. Une vie apparemment normale, mais ses yeux avaient le même vide que je voyais dans le miroir chaque matin. Et oncle Firmin ? J'ai murmuré son nom, la gorge serrée. Brigitte a pris un air grave. Il a continué, et il continue encore, Pollonie. Pas seulement lui, mais plusieurs autres. C'est un réseau, tu sais. Il collabore avec des gens au Portugal. Elle a ajouté que parfois, elle lisait dans les journaux qu'une Française avait été secourue d'un bordel à Lisbonne et qu'elle savait qu'il y avait mis la main. Un frisson m'a parcouru. Ce n'était donc pas un hasard, cette proposition que Lali avait reçue. Brigitte a poursuivi. J'ai une connaissance qui travaille dans une ONG pour les victimes de trafic humain. Rien que l'année dernière, elles ont aidé une vingtaine de femmes revenues du Portugal, toutes avec le même scénario, promesse d'un emploi légal, billets payés, dette impossible à rembourser. Je lui ai parlé de Lali, de ma peur que l'histoire se répète. Brigitte a serré ma main avec force. Tu dois empêcher ça, Pollonie. Peu importe comment. Si tu ne fais rien, cette culpabilité te poursuivra toute ta vie. Elle avait raison. Avant que nous nous quittions, elle m'a offert un cadeau qui allait se révéler essentiel, un petit enregistreur numérique, facile à cacher dans un sac ou une poche. Je te le confie, Trauma. Tu en auras plus besoin que moi. 3 jours plus tard, je suis arrivée à Montluçon. La ville avait tellement changé que je l'ai à peine reconnue. Un centre commercial, de grands immeubles, des boutiques de marque partout. Mais l'odeur, celle de la terre chaude et des cuisines épicées, elle, n'avait pas changé. Je me suis installée dans un petit hôtel près de la gare routière. Il fallait que je réfléchisse à mes prochaines étapes. Je ne pouvais pas simplement frapper à la porte de ma sœur et révéler mon identité. D'abord parce que j'étais méconnaissable. Les années avaient laissé leur empreinte. Mes cheveux étaient parsemés de gris. Mon corps avait changé, mon visage portait des rides profondes. Ensuite, je ne savais pas si oncle Firmin serait présent. Je devais agir avec prudence. C'est alors qu'une idée m'est venue, un déguisement. J'ai cherché un salon de coiffure et demandé une transformation complète. J'ai teint mes cheveux d'un brun plus foncé,
coupé court et acheté de grosses lunettes vert clair pour masquer mon regard. J'ai aussi choisi des vêtements très différents de mon style habituel, simples, comme ce qu'une employée de maison pourrait porter. Je devenais méconnaissable. J'ai découvert que ma sœur Honorine vivait dans une belle maison, dans un quartier récent de la ville. Son mari travaillait pour une grande entreprise et menait une vie confortable. J'ai passé quelques jours à observer la maison de loin, prenant le temps de comprendre sa routine. J'ai aperçu ma nièce Eulalie plusieurs fois, une jeune femme d'environ 22 ans, rayonnante, toujours souriante. J'ai également vu oncle Firmin arriver et repartir. Il était âgé, mais sa démarche sûre et son air dominateur n'avaient pas changé. Rien que de le voir de loin, mon estomac se nouait. Finalement, j'ai trouvé le courage de frapper à la porte. Je me suis présentée comme une personne cherchant du travail, une domestique venant d'une ville voisine. Honorine avait besoin de quelqu'un depuis le départ de son ancienne employée. Elle m'a engagée immédiatement, plus par nécessité que par confiance, je crois. J'ai demandé à être appelée Marcel, en hommage à ma grand-mère. J'ai commencé le lendemain. C'était étrange d'être dans la maison de ma propre sœur, de cuisiner et de nettoyer, tout en étant traitée comme une étrangère. Honorine ne m'a pas reconnue. Bien sûr, comment aurait-elle pu? La dernière fois qu'elle m'avait vue, c'était à mon mariage, plus de 20 ans auparavant, et je n'avais plus rien de la même apparence. Parfois, quand elle évoquait la famille, je devais me retenir de révéler un détail que seul un membre connaîtrait. Je me suis rapprochée de ma nièce progressivement. C'était une jeune fille douce, rêveuse, qui travaillait dans un magasin de vêtements au centre commercial, mais elle ne gagnait pas beaucoup. Elle parlait souvent de son envie de découvrir le monde, de quitter cette petite ville, exactement comme moi à son âge. Un soir, alors que je lavais la vaisselle après le dîner, elle est entrée dans la cuisine toute excitée. « Marcel, vous n'allez pas le croire. Mon oncle Firmin m'a proposé un emploi au Portugal, dans un restaurant d'un ami à Lisbonne. Je vais être payé en euros, imaginez un peu. Dans 1 an, je serai riche. » J'ai failli laisser tomber une assiette. C'était exactement comme Brigitte l'avait décrit, exactement comme cela m'était arrivé, le même scénario, le même piège, une nouvelle victime. J'ai respiré profondément et tenté de garder mon calme. C'est super, petite. Et cet oncle, il est fiable? Elle a levé les yeux, offensée par mon doute. Bien sûr qu'il l'est. C'est le frère de notre grand-mère. Il disait toujours vouloir aider la famille. Il voyageait beaucoup et connaissait énormément de gens influents. Il avait déjà placé plusieurs filles d'ici dans des emplois en Europe. Ces filles, elles donnaient parfois des nouvelles. J'ai posé quelques questions, essayant de ne pas paraître trop curieuse. Eulalie est restée silencieuse, pensive. Certaines envoyaient des cartes postales, disant que tout allait bien. D'autres restaient là-bas, trouvaient un petit ami européen, ou disparaissaient simplement. Moi, je pensais en secret, certaines avaient fini mortes dans une ruelle ou enfermées dans des bordels infects, sans aucune chance de s'échapper. Les jours suivants, j'ai commencé à observer toutes les visites d'oncle Firmin. Il venait presque chaque jour, apportant toujours des cadeaux à Eulalie, des vêtements de marque, des parfums importés, même un nouveau téléphone portable. Il investissait lourd dans sa marchandise. Chaque fois que je pouvais, je restais à proximité pendant ces passages, feignant de ranger ou de nettoyer quelque chose. L'enregistreur que Brigitte m'avait donné était toujours dans la poche de mon tablier, activé. Lors d'une de ces visites, j'ai réussi à capter sa voix, il parlait des préparatifs du voyage. Il expliquait comment tout allait se dérouler rapidement, que les papiers et l'argent ne seraient pas un souci, qu'il s'occuperait de tout, exactement comme il avait fait avec moi des années auparavant. Mais ces enregistrements seuls ne suffisaient pas. J'avais besoin de quelque chose de plus solide, quelque chose qui prouve clairement la destination finale de ma nièce. C'est alors que j'ai décidé de chercher de l'aide extérieure. Pendant mes congés, je fréquentais un bar près de la place centrale où se retrouvaient des journalistes du journal local. Je me suis approchée discrètement de quelques-uns jusqu'à rencontrer Armand, un reporter d'investigation qui avait déjà écrit sur le trafic humain. Je lui ai raconté une partie de l'histoire, pas tout, juste assez pour éveiller son intérêt. Armand a été intrigué. Il m'a confié qu'il soupçonnait depuis longtemps l'existence d'un réseau de ce genre dans la région, mais qu'il n'avait jamais eu assez de preuves concrètes. Si vous arrivez à obtenir des aveux enregistrés, quelque chose qui montre clairement le système, je pourrai non seulement publier un article, mais aussi alerter la police nationale.
Il m'a expliqué qu'il existait à Lyon un service spécialisé dans la lutte contre le trafic humain. Le plan a commencé à se dessiner. Avec Armand, j'ai élaboré une stratégie pour faire révéler tout le réseau à oncle Firmin. Je devais feindre un intérêt pour recruter d'autres filles pour le même emploi au Portugal. Je dirais que je connaissais plusieurs jeunes femmes dans ma ville natale qui seraient intéressées. Pour cela, je devais connaître précisément le fonctionnement du réseau, combien il gagnait par fille, quels contacts il avait à l'étranger. L'occasion s'est présentée lorsqu'Honorine et son mari sont partis à Clermont-Ferrand pour quelques affaires, laissant Eulalie et oncle Firmin seuls à la maison. C'était un dimanche. J'avais congé, mais je suis passée avec l'excuse d'avoir oublié quelque chose. Je les ai trouvés dans le salon, en pleine conversation animée sur le voyage prévu dans 2 semaines. Monsieur Firmin, excusez-moi de m'immiscer, ai-je commencé, feignant la timidité. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre cette merveilleuse opportunité que vous offrez à Eulalie. Vous savez, j'ai des nièces dans ma ville qui rêvent aussi de partir travailler à l'étranger. Le vieux salopard s'est tourné vers moi avec un sourire qui m'a glacé le sang. C'était exactement le même qu'il m'avait adressé quand il m'avait convaincu de partir pour l'Italie. Vraiment, Marcel ? Quel âge ont vos nièces ? Je baissai les yeux. La plus jeune a 18 ans, la plus âgée 22, murmurai-je. Ce sont de belles filles, travailleuses. L'aînée a même déjà fait serveuse. Elle a de l'expérience. Ses yeux brillèrent d'un éclat que je connaissais trop bien. Intéressant. Très intéressant. Eulalie, pourquoi ne pas aller ranger ces nouveaux vêtements que je t'ai donnés ? Je veux discuter un peu avec Marcel ici. Dès qu'elle sortit, oncle Firmin changea complètement. Le ton paternel fit place à une voix froide et calculatrice. Écoute, Marcel, je vais être clair. Cette histoire de restaurant au Portugal, ce n'est qu'un prétexte, tu comprends ? Les filles ne travaillent pas vraiment en salle. Elles gagnent bien, mais pas exactement pour servir à table, si tu vois ce que je veux dire. Je fis mine d'être surpris, mais modérément, comme si je pressentais déjà quelque chose mais ne voulais pas juger. Je comprends, mon Firmin. Et combien vous gagnez par fille que vous recommandez ? Il éclata d'un rire détendu en voyant que je ne réagissais pas avec horreur. Ça dépend de la fille. Si elle est belle, jeune, vierge, ça peut valoir jusqu'à 10 000. Les plus âgées ou moins attirantes, 5 000. Mais ce n'est pas tout, tu touches aussi un pourcentage des profits tant qu'elle reste là-bas. Mon estomac se noua, mais je gardais un visage impassible. Et avec la police, il n'y a jamais de problème ? Aucun. J'ai des contacts partout, ici, dans la police, à l'immigration, dans les aéroports. Et au Portugal, tout est arrangé aussi. Les filles arrivent en croyant travailler dans un restaurant chic. Quand elles découvrent la vérité, leur passeport est confisqué, elles doivent rembourser le billet, le logement, les vêtements, la nourriture. Elles restent prisonnières à cause de la dette. Je posai doucement ma question, sentant le poids de l'enregistreur dans ma poche. Son sourire s'éteignit et fut remplacé par une expression que je connaissais trop bien. Là, ça devient sale. On a déjà perdu quelques marchandises comme ça, mais ça sert d'exemple aux autres. Il nous voyait ainsi, pas comme des êtres humains, mais comme des marchandises. J'ai continué la discussion, posant des questions précises sur le transport, les contacts au Portugal, et la répartition de l'argent. Il me répondait en détail, persuadé d'avoir trouvé une complice, peut-être même une future associée. Après presque 1 heure d'échange minutieusement enregistré, j'ai senti que le moment décisif était venu. Monsieur Firmin, vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ? Il a froncé les sourcils, l'air confus. Devrais-je ? J'ai retiré mes lunettes, repoussé mes cheveux en arrière et plongé mon regard dans le sien. Regardez-moi attentivement. Vous ne vous souvenez pas de votre nièce Apollonie ? Celle que vous avez envoyée à ce bordel à Naples il y a plus de 30 ans. La couleur a quitté son visage. Il est devenu pâle comme un drap. Non, ce n'est pas possible. C'est bien moi, oncle. J'ai survécu à l'enfer où vous m'avez laissé. J'ai passé 3 ans dans ce bordel immonde, 3 années de viol quotidien par des hommes payant pour mon corps pendant que vous encaissiez l'argent. Il a tenté de se lever, mais ses jambes l'ont trahi. Il est retombé sur sa chaise, la bouche s'ouvrant et se refermant comme un poisson hors de l'eau. Tu ne peux rien prouver, c'était il y a longtemps. J'ai sorti l'enregistreur de ma poche, appuyé sur le bouton et laissé le son parler pour moi. Je n'ai pas besoin de prouver ce qui m'est arrivé. Il suffit de montrer ce que vous êtes en train de faire maintenant. Et je viens de le faire. Sale garce, a-t-il crié, en se précipitant vers moi.
Mais je n'étais plus cette jeune fille sans défense de 20 ans. Je me suis esquivée et il a heurté la table basse, tombant au sol, désorientée. Eulalie est arrivée dans le salon, effrayée par le vacarme. « Qu'est-ce qui se passe ici, oncle Firmin ? Vous allez bien ? Votre oncle n'est pas celui que vous croyez, ai-je haleté. Il voulait vous vendre à un bordel au Portugal. Il allait vous envoyer dans le même enfer où il m'a plongée il y a 30 ans. De quoi parlez-vous, Marcel ? Quelle histoire ? A-t-elle demandé, confuse et apeurée. Mon nom n'est pas Marcel. Je suis Apollonie. Je suis la sœur de votre mère. Je suis votre tante. Ce qui a suivi fut un mélange de confusion et d'émotion. Eulalie ne m'a pas cru immédiatement. Bien sûr, oncle Firmin a tout nié. Il a prétendu que j'étais folle, que j'avais inventé cette histoire. Alors, j'ai fait jouer l'enregistrement. Des aveux clairs, limpides, détaillant le système de trafic, les marchandises, tout. Cette même nuit, après que Firmin ait quitté la maison furieux, menaçant de revenir avec la police, ce que je doutais fortement, j'ai raconté à Eulalie toute mon histoire, sans rien omettre. Depuis la proposition de mon oncle Firmin, à mon âge, jusqu'au voyage en Italie, les années d'horreur dans ce bordel, ma fuite, le retour en France et les années passées à vivre cachée à Lyon, je lui ai tout raconté. Le lendemain, quand Honorine et son mari sont rentrés, j'ai dû répéter mon récit. C'était la première fois que je voyais ma sœur depuis plus de 20 ans. Elle ne m'a reconnue qu'après que j'ai montré une petite cicatrice au poignet, souvenir de notre chute commune d'un arbre quand nous étions enfants. Elle a pleuré abondamment en entendant mon histoire, comprenant enfin pourquoi j'avais disparu si longtemps et pourquoi je n'étais même pas revenue pour l'enterrement de notre mère. Avant de me rendre à la police, j'ai montré les enregistrements à ma sœur. Elle m'a supplié de ne pas porter plainte, craignant que cela ne brise la famille. Firmin est le dernier frère de maman, argumentait-elle. Tout le monde en ville le respecte. Le scandale serait immense à Apollonie. Tout le monde découvrirait ce qui m'était arrivé. Les conversations, les jugements, la réputation de la famille seraient à jamais marqués. J'ai été partagée, tiraillée entre la peur de ma sœur et la nécessité de justice, mais j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Exposer tout, même en sachant que cela affecterait des proches innocents, a été la décision la plus difficile de ma vie. D'un côté, je comprenais son inquiétude, le scandale serait énorme et toucherait tout le monde d'une manière ou d'une autre. De l'autre, combien d'autres jeunes filles seraient vendues si je restais silencieuse ? Combien d'autres vies seraient détruites comme la mienne avait été ? Je ne pouvais pas porter ce fardeau seul. Le lendemain, j'ai retrouvé Armand, le journaliste, et nous avons remis tout le dossier à la police nationale de Lyon. Enregistrement, récit complet, nom, date, tous les détails dont je me souvenais. L'agent qui nous a reçus a été frappé par l'ampleur des preuves et des informations. Il a promis d'ouvrir une enquête immédiatement. Ce qui a suivi a été comme un ouragan, bouleversant ma vie et celle de mon entourage. Mais c'était la partie finale de mon histoire, celle que j'appelle justice et renaissance. Une étape douloureuse, mais nécessaire pour enfin me libérer de ce passé. L'opération de la police nationale a commencé une semaine après la remise des enregistrements. Je me souviens comme si c'était hier. C'était un mercredi matin lorsque 4 voitures de police sont arrivées chez oncle Firmin. Tous les voisins étaient à leurs fenêtres, regardant l'homme respecté en ville, celui que tout le monde voyait comme un entrepreneur prospère, être emmené menotté, la tête basse. Mais il n'était pas le seul à tomber ce jour-là. L'opération, baptisée « Cage dorée », a permis l'arrestation de plusieurs complices à Montlion, Lyon, Marseille et même Paris. Des recruteurs comme mon oncle, des transporteurs qui accompagnaient les filles, des falsificateurs de documents, et même un policier corrompu qui facilitait les sorties du pays. Tout un réseau coordonné pour envoyer des femmes françaises dans la prostitution forcée à travers l'Europe. Le plus terrifiant est arrivé après. Au fur et à mesure de l'enquête, la police nationale, en collaboration avec Interpol et la police portugaise, a découvert que ce réseau avait trafiqué plus de 200 femmes françaises au cours des 20 dernières années. 200 vies brisées. Certaines avaient réussi à revenir, comme moi. D'autres restaient prisonnières dans des bordels à Lisbonne, Porto, et même en Espagne. Beaucoup avaient disparu sans laisser la moindre trace. Les journaux locaux ne parlaient que de ça. Quand les médias nationaux ont repris l'affaire, l'histoire a explosé. Des reporters venus de toute la France ont afflué à Montlion. Ma sœur Honorine a dû quitter sa maison pour loger chez des parents dans une autre ville, tant le téléphone sonnait et les gens frappaient à la porte, réclamant des détails. J'avais peur de me montrer en public,
peur des représailles de complices encore en liberté, peur de l'exposition, peur de la honte. Alors, la police nationale m'a placé sous protection et assuré que mon identité serait préservée jusqu'au procès. Ils m'ont intégré à un programme temporaire de protection des témoins, me transférant dans un lieu sûr à Paris jusqu'au début du procès. C'est pendant ce séjour à Paris que j'ai rencontré d'autres survivantes, des femmes qui, comme moi, avaient traversé l'enfer et trouvé le courage de parler. Certaines étaient de jeunes filles récemment secourues, le regard vide que je connaissais si bien. D'autres étaient plus âgées, portant des décennies de blessures et de traumatismes, comme moi. Nous nous retrouvions dans des séances de soutien psychologique organisées par le programme de protection. C'était la première fois que je parlais librement de mon histoire à des personnes qui comprenaient vraiment. Vous n'êtes pas coupable. La psychologue répétait inlassablement, vous n'avez pas consenti, vous avez été trompé, forcé. La faute est à celui qui a commis le crime, pas à vous. Intérioriser cela était difficile après tant d'années à me blâmer, à me reprocher ma naïveté, ma confiance, ou de ne pas avoir fui plus tôt. Mais petit à petit, cette petite graine d'auto-absolution a commencé à pousser en moi. 6 mois après l'arrestation, le procès a débuté. C'était l'un des premiers grands cas de trafic humain jugés en France sous la nouvelle loi plus stricte. J'ai dû témoigner, évidemment, et c'était la partie la plus éprouvante. Je suis entrée dans le tribunal portant une cagoule noire, comme celle que la police utilise lors des interventions. Seuls mes yeux étaient visibles. Malgré cela, je tremblais tellement que je craignais de ne pas pouvoir parler. Mais dès que les questions ont commencé, quelque chose a changé en moi. Chaque mot que je prononçais semblait alléger un peu du poids que je portais depuis 30 ans. J'ai tout raconté. La proposition d'oncle Firmin, le voyage en Italie, les années passées dans le bordel, les abus, mes tentatives de fuite, puis le retour en France, la confrontation avec lui et la découverte qu'il poursuivait le même système, le piège que j'avais tendu. De l'autre côté de la salle, oncle Firmin me fixait avec haine. Même derrière la cagoule, il savait que c'était moi. Nos regards se sont croisés une fois, et je n'y ai vu aucun remords, seulement la colère d'avoir été pris. Cela m'a donné la certitude que j'avais agi correctement en le dénonçant. Le procès a duré plusieurs semaines. D'autres victimes ont témoigné, certaines en personne, d'autres par vidéo depuis le Portugal où elles avaient été secourues. Des preuves matérielles ont été présentées, enregistrements téléphoniques, virements bancaires, témoignages de complices repentis ayant livré le système en échange d'une réduction de peine. Quand la sentence est tombée, elle était historique. Oncle Firmin a été condamné à 18 ans de prison. C'était l'une des peines les plus lourdes jamais prononcées pour trafic humain en France à cette époque. Les autres membres du réseau ont écopé de 5 à 15 ans, selon leur rôle dans l'affaire. C'était une victoire, pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui avaient souffert sous leurs mains. Je suis retournée à Montlion après le procès, mais rien n'était plus pareil. La ville s'était scindée en deux. Certaines personnes me soutenaient, surtout les femmes, les mères, celles qui comprenaient l'horreur que j'avais vécue. Mais d'autres me voyaient comme la traîtresse, celle qui avait sali le nom de la famille et de la ville. Certains parents éloignés ont cessé de me parler. D'autres allaient jusqu'à dire que j'avais tout inventé par vengeance. Le pire fut la réaction de certains membres de ma propre famille. Un de mes frères refusait de croire mon histoire, prétendant que j'exagérais, que cela n'avait pas pu être si grave. Oncle Firmin avait toujours été généreux avec tout le monde, offrant des cadeaux comme pour compenser ce qu'il avait fait. Ma relation avec ce frère n'a jamais été la même après ça. En revanche, ma sœur Honorine, après le choc initial et ses réticences, est devenue mon plus solide soutien. « Pardonne-moi, Apollonie, sanglotait-elle. Si j'avais su, si nous avions su, mais comment aurions-nous pu deviner ? Oncle Firmin a trompé tout le monde pendant des décennies. C'était un acteur parfait. Il ne montrait que ce qu'il voulait que l'on voie. Eulalie, ma nièce, a été la plus affectée. Elle avait failli devenir une victime de plus et a eu besoin d'un suivi psychologique pour surmonter le traumatisme de découvrir ce qui aurait pu lui arriver et le scandale qui a suivi. Mais elle est toujours restée à mes côtés. « Vous avez sauvé ma vie, tante. Je ne l'oublierai jamais, me répétait-elle. J'ai passé quelques mois à Montlion à tenter de reconstruire des liens familiaux brisés. C'était une période difficile, faite de conversations douloureuses et de souvenirs remontant à la surface. Mais c'était aussi un temps de guérison, l'occasion de regarder enfin les gens que j'aimais dans les yeux et de raconter ma vérité sans peur ni honte. J'ai fini par retourner à Lyon, là où j'avais bâti ma vie d'adulte et trouvé un semblant de sécurité. J'ai emmené Eulalie avec moi.
Elle voulait s'éloigner de Montlion après tout ce qui s'était passé. Je l'ai aidée à suivre une formation technique, puis à intégrer une université. Aujourd'hui, elle est assistante sociale et travaille pour soutenir les femmes en situation de vulnérabilité. Elle me dit souvent qu'elle s'inspire de mon histoire pour son engagement. Les années ont passé. J'essayais de continuer ma vie, mais le passé restait toujours là, comme une ombre. Mes cauchemars se sont espacés, c'est vrai, mais je me réveillais encore parfois en criant. Parfois, je paniquais en croisant dans la rue quelqu'un qui ressemblait à Carlo ou à oncle Firmin. Je n'ai jamais réussi à avoir des relations intimes saines. Après la mort de Théophile, je ne me suis plus jamais impliquée avec quiconque. À 60 ans, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai finalement décidé de suivre une vraie thérapie. Pas ce soutien temporaire du procès, mais un accompagnement régulier avec une psychologue spécialisée dans les traumatismes. Au début, c'était terrifiant de rouvrir ces blessures anciennes, de parler de ce que j'avais enfoui si profondément en moi. Mais peu à peu, j'ai appris à gérer les souvenirs sans qu'ils prennent le contrôle de ma vie. La thérapie m'a aidé à comprendre que je n'étais pas seulement mon passé d'abus, que ces 3 années horribles ne me définissaient pas. J'avais survécu, reconstruit ma vie, aidé d'autres personnes. J'étais forte, non pas malgré ce que j'avais vécu, mais aussi grâce à ce que j'avais traversé. C'est pendant ce processus que j'ai reçu la nouvelle. Oncle Firmin était mort en prison, victime d'un infarctus 2 ans après sa condamnation. Je n'ai pas ressenti de joie comme je l'imaginais, ni de tristesse. C'était plutôt un sentiment de clôture, comme si un long chapitre douloureux de ma vie se terminait enfin. Après sa mort, j'ai pris une autre décision importante. Raconter mon histoire publiquement, non plus cachée derrière une cagoule, non pas comme témoin anonyme, mais comme Apollonie Bérérangère-Monclerc, survivante. J'ai commencé par des conférences dans les écoles, alertant les jeunes sur les dangers du trafic humain. Puis, j'ai été invitée à intervenir dans des commissariats, pour former des policiers à identifier les victimes potentielles. J'apprenais à reconnaître les signes de vulnérabilité, jeunes filles sans emploi, familles en difficulté, promesses d'emploi rapide à l'étranger. Exactement les conditions qui avaient permis mon propre trafic des années auparavant. Et surtout, j'apprenais à parler à ces filles d'une façon qu'elles écoutaient vraiment, parce que je parlais avec l'expérience de celles qui avaient survécu. Si quelqu'un vous propose un emploi trop beau pour être vrai, méfiez-vous, disais-je. Si l'on vous presse de voyager rapidement sans vous laisser vérifier les détails, méfiez-vous encore plus. Si on vous avance le billet, l'hébergement, et qu'on vous dit que vous pourrez payer après avec le travail, méfiez-vous doublement. Lors d'une de ces conférences dans un lycée public de Lyon, une jeune fille d'environ 16 ans est venue vers moi en pleurant. Elle a raconté qu'un ami de la famille lui avait fait exactement cette proposition, travail en Espagne, tout payé d'avance. Le billet était déjà réservé pour la semaine suivante. Nous avons pu alerter la police et découvrir qu'il s'agissait d'un nouveau réseau de trafic. Cette jeune fille a été sauvée, ainsi que d'autres qu'il comptait emmener avec lui. Ces moments m'ont donné un nouveau but. La douleur n'a jamais complètement disparu, et je doute qu'elle disparaisse un jour. Mais j'ai trouvé un moyen de la transformer en quelque chose de positif, une force capable d'aider d'autres personnes. Chaque fille que je réussissais à prévenir, chaque vie sauvée, c'était une petite victoire contre tout ce qu'ils m'avaient fait. Ma relation avec Eulalie s'est renforcée au fil des années. Aujourd'hui, elle est pour moi comme la fille que je n'ai jamais eue. Nous travaillons ensemble sur de nombreux projets de sensibilisation. Elle apporte ses connaissances techniques d'assistante sociale, et moi mon expérience vécue. Nous formons une équipe redoutable. Parfois, quand je vois la lueur dans ses yeux lorsqu'elle aide quelqu'un, je me dis que quelque chose d'aussi beau peut surgir d'une histoire si terrible. À 65 ans, j'ai trouvé une paix que je n'aurais jamais imaginée. Ce n'est pas une paix complète. J'ai encore de mauvais jours. Je porte des cicatrices qui ne disparaîtront jamais totalement. Mais j'ai appris à vivre avec mon passé, à l'accepter comme une partie de moi, sans qu'il me définisse ni ne me limite. J'ai décidé de raconter tout cela aujourd'hui sur cette chaîne, parce que je crois au pouvoir des histoires vraies. Des histoires comme la mienne continuent de toucher des filles et des femmes partout en France. Le trafic humain reste une réalité effroyable. Il a seulement changé de visage, de méthode. Maintenant, Internet et les réseaux sociaux sont utilisés, mais le piège reste identique, la promesse d'une vie meilleure qui se transforme en cauchemar. Si mon récit peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à reconnaître les signes et à éviter ce piège, alors tout le processus douloureux de revivre mon passé aura valu la peine. Si une seule fille entend mes mots et se méfie d'une proposition trop belle pour être vraie, j'aurai atteint mon but.
Je raconte aussi cette histoire pour toutes les survivantes comme moi, qui vivent encore dans l'ombre, portant une culpabilité et une honte qui ne leur appartiennent pas. Je veux qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'il est possible de survivre, de se reconstruire et de trouver un sens à sa vie, même après l'horreur la plus totale. Ce n'est ni facile ni rapide, mais c'est possible. Je suis la preuve vivante que c'est possible. L'année dernière, je suis retournée à Montlion pour la dernière fois. Je suis allée visiter la tombe de ma mère, un geste que je n'avais jamais réussi à faire auparavant. J'ai apporté des marguerites jaunes, ses fleurs préférées. Je me suis agenouillée, touché la pierre froide et j'ai dit tout ce qui était resté bloqué dans ma gorge pendant des décennies. J'ai demandé pardon de ne pas avoir été là quand elle en avait le plus besoin. Je lui ai raconté comment j'avais finalement fait rendre justice. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux soient secs. Quand je me suis relevée, j'ai senti un poids énorme s'en aller de mes épaules. Sur le chemin du retour vers Lyon, assise dans le bus, je regardais le paysage défiler par la fenêtre et pensais à tout ce que j'avais traversé, à tous les chemins qui m'avaient conduite jusqu'ici. Je me suis souvenue de la jeune fille rêveuse que j'étais, impatiente de découvrir le monde. J'ai repensé à la femme brisée que j'avais été pendant des années. Et j'ai pensé à la personne que je suis aujourd'hui, ni naïve, ni victime, mais une survivante portant ses cicatrices avec force. Je suis Apollonie Bérérangère-Monclerc, j'ai 65 ans, et voici l'histoire de ma vie. Si vous voulez entendre d'autres histoires de femmes réelles comme moi, qui ont traversé des épreuves que personne ne devrait vivre, abonnez-vous à la chaîne Sagesse de Mamie. Ces histoires doivent être racontées pour que les horreurs du passé ne se répètent jamais. Et si vous voyez les petites vignettes défiler sur l'écran maintenant, cliquez dessus pour découvrir plus de récits de femmes guerrières. Des femmes qui ont affronté toutes sortes de violences et de défis, mais qui ont trouvé la force de continuer. Des histoires de douleur, mais aussi de dépassement et d'espoir. Des histoires qui méritent d'être entendues. Cliquez et découvrez. M.